On m'a demandé de vous parler du traitement chirurgical dans la tendinopathie non rompue de la coiffe, puisque Geoffroy, tu vas parler des coiffes rompues à opérer. Et donc, je reviens sur ce que vous a dit Geoffroy. La coiffe, ça ne fait pas particulièrement mal, en particulier si elle n'est pas rompue. Et donc, ce qui fait mal, probablement, c'est plutôt la raideur. Certains incriminent le biceps, le long biceps, la bursite ou le conflit sous-acromial, ou parfois des arthropathies acromioclaviculaires qui n'est pas loin. Ce qui va un peu nous orienter, c'est l'examen clinique et donc la raideur. Vous l'avez compris, c'est un truc qui nous tient à cœur à Geoffroy et à moi. Et quand on voit ce patient, souvent on se dit qu'il bouge parfaitement, c'est pas ça le problème. Mais en réalité, si on l'allonge et qu'on bloque son articulation scapulo-thoracique, eh bien, on se rend compte qu'il y a une vraie raideur gléno-humérale. Et tant que cette raideur gléno-humérale sera présente, eh ben, vous pouvez l'examiner autant que vous voulez, faire tous les tests que vous voulez. Il aura mal et vous ne saurez pas exactement pourquoi, parce que tous les tests reviendront plus ou moins positifs, alors que son seul problème, c'est la raideur. Une fois que l'épaule est souple, là, vous allez pouvoir le tester et comprendre ce qui se passe. Mais tant que c'est raide, ça ne sert à rien de faire autre chose que de l'assouplir. Le siège de la douleur aussi peut vous orienter. Ce qu'on dit, c'est qu'on trace une ligne au niveau de la clavicule, au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Ce qui est au-dessus, c'est plutôt des douleurs acromioclaviculaires ou du rachis cervical. Si les douleurs irradient vers le haut, on pense plutôt à ça. Et en revanche, si les douleurs irradient plutôt le long du bras, eh bien, on pense à la coiffe et au long biceps. Pour le biceps, ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que les douleurs de l'épaule eh bien, irradient fréquemment dans le biceps. Et en particulier, les douleurs de coiffe irradient dans la gouttière du biceps, puisque à chaque fois qu'on a un peu de liquide dans l'épaule, ça a tendance à s'évacuer par la gouttière du biceps. Et donc, en fait, dès qu'on a mal à l'épaule, on a mal au biceps. Donc, dire qu'on a mal au biceps, ça ne veut pas dire grand-chose. Et tous les tests cliniques du biceps qui ont été décrits, eh bien, quand on les analyse scientifiquement, on se rend compte qu'il n'y en a aucun de véritablement spécifique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on regarde l'imagerie dont on dispose et qu'on cherche à analyser spécifiquement la pathologie du biceps, eh bien, même si on a l'impression qu'il y a du liquide ou pas autour du biceps, ou qu'il est gros, qu'il est petit, etc., eh bien, en fait, on s'est rendu compte que l'imagerie était que très peu contributive. Le seul truc qu'on peut vraiment voir à l'imagerie, c'est s'il est luxé ou pas. Et donc, vous voyez là, le biceps en B, il est sorti de sa gouttière, donc on peut dire qu'il y a un véritable problème au niveau de ce biceps. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire à l'imagerie. Donc, si on revient à ces 4 causes de douleur, la raideur, clairement, ça ne s'opère pas, hein, ça s'assouplit avec votre aide, avec éventuellement des auto-étirements, etc., des infiltrations peut-être, mais pas de chirurgie. Le biceps, c'est impossible à véritablement diagnostiquer, et puis ce que vous a dit Geoffroy, c'est que souvent, c'est en association avec des lésions de la coiffe, mais de façon isolée, c'est assez rare. Donc, certes, en association avec des tendinopathies rompues, on peut le voir. Pendant très longtemps, et notamment en France, on pensait qu'il fallait systématiquement couper le long biceps quand on opérait une épaule. On s'est rendu compte, dans des études récentes et françaises notamment, que dans les patients qui avaient des ruptures isolées du supraépineux, eh bien, il y avait près de 50% des biceps qui étaient normaux. Donc, ça remet un peu en question le fait de toujours le couper. Et ce qui a été démontré dans cette même étude, c'est que si le biceps était normal et qu'il n'avait pas été coupé, quand on suivait les patients pendant 10 ans, eh bien, ils allaient très bien et aussi bien que ceux qui avaient eu un biceps pathologique qui avaient été traités. Donc en gros, dans un cas sur deux, il ne faut rien faire sur ce biceps et les gens vont très très bien. En revanche, en cas de biceps pathologique, il faut soit le couper et le refixer ailleurs, c'est ce qu'on appelle une ténodèse, ou bien seulement le couper. Et chez ces patients-là, on s'est aperçu à 10 ans que le fait de le refixer ailleurs donnait des un peu meilleurs résultats que juste de le couper simplement. Donc, comment savoir s'il est pathologique? Il y a des signes macroscopiques, c'est-à-dire qu'on le voit quand on met une caméra à l'intérieur de l'épaule, on voit qu'il est inflammatoire, on voit qu'il est délaminé, et puis on voit qu'il est instable aussi. Il y a la poulie médiale qui va au niveau du sous-scapulaire ou latéral au niveau du supraépineux peuvent être rompues au moment de la lésion de la coiffe, et en fait on voit que le biceps se balade, et ça c'est une indication à faire quelque chose. Geoffroy vous a parlé de ce patient qui avait une SLAP. Les SLAP, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est des lésions de la partie haute du labrum, et donc vous savez que le long biceps s'insère à cette partie haute du labrum, et donc ça peut être une cause de douleur au niveau du biceps aussi, et il y a une classification qui va de 1 à 4, après elle est allée jusqu'à 15 ou 20, je ne sais pas, mais en tout cas la classification initiale c'est de 1 à 4. Vous voyez ici la SLAP 1,
c'est ce qu'on voit là, c'est la flèche là, qui vous montre, c'est du produit qui passe un peu au-dessus de la glène. Ça ne va pas jusqu'à l'os et on ne pense pas que ce soit vraiment pathologique. C'est plutôt ce qu'on appelle un récessus sus-labral, c'est-à-dire que c'est un petit récessus au niveau de la partie haute du labrum, mais ce n'est pas vraiment une pathologie et ça ne sert à rien de le traiter puisque ce n'est pas ça qui est responsable de la douleur. Les SLAP 2, ça va jusqu'à l'os cette fois, vous voyez sur le dessin à droite, et donc ce qui était proposé chirurgicalement, donc ça c'est la SLAP 1, ici la SLAP 2, on voit un peu mieux ici, ce qui était proposé chirurgicalement, c'était soit de réparer le labrum à la partie haute, soit de faire un geste sur le biceps, puisqu'on a ce long biceps qui tire sur le labrum qui est détaché, donc on peut se dire que ça c'est une cause de douleur. Et il y a des Norvégiens qui ont fait une étude où ils ont comparé des patients qui étaient opérés sans rien leur faire du tout, des patients qui étaient opérés et à qui on réparait le labrum, et des patients qui étaient opérés et à qui on coupait le biceps. Et ce qu'on a démontré, c'est que le fait de réparer le biceps ou faire un geste, de réparer le labrum, ou un geste sur le biceps, ou mettre une caméra dans l'épaule et ne rien faire du tout, et ben ça donne exactement la même chose. Et donc ça, c'est la définition d'un effet placebo. Donc la SLAP 1, ça n'est pas pathologique, et la SLAP 2, ça ne s'opère pas. La SLAP 3, c'est exactement comme au genou, quand le ménisque fait une anse de saut, eh bien, rarement, on peut voir des anses de saut de la partie haute du labrum, et ça, effectivement, il faut en faire quelque chose. Ou les types 4, c'est une lésion qui s'étend dans le biceps, vous voyez, on voit sur cette coupe la coronale, vous voyez, ça s'étend dans le long biceps, donc on voit le produit sur l'arthroscanner ici qui passe dans le biceps, et donc ça, c'est pathologique pour le coup. Et donc dans ces deux cas-là, eh bien, c'est une indication à faire un geste sur le biceps, éventuellement un geste sur le labrum supérieur, mais on s'est aperçu que ça enraidissait beaucoup les épaules. Donc si on revient à ça, la raideur, ça ne s'opère pas, le biceps, c'est impossible à diagnostiquer et ça s'opère isolément, qu'exceptionnellement. Donc maintenant, on va venir à ce conflit sous-acromial. Et le conflit sous-acromial, ça a été décrit il y a bien longtemps, puisque c'est Duplet en 1972 qui a décrit ce conflit pour la première fois. Et puis dans les années 50, on s'est dit que l'acromion était responsable de pathologie de l'épaule, responsable de frottement sur la coiffe des rotateurs. Et donc il y a des chirurgiens qui se sont dit, bah tiens, si on enlevait complètement cet acromion, sans doute qu'il y aurait moins de douleur à l'épaule. Donc bah, ils ont fait ça et ils se sont rendus compte quand même que les résultats étaient assez décevants et probablement liés au fait qu'on détachait complètement le deltoïde. Et en 71, il y a une étude qui a montré que le fait d'enlever complètement l'acromion, ça marchait pas mal, mais quand même ça dépendait vraiment de ce qu'on arrivait à faire pour réparer le deltoïde. Et Mir, qui est le grand descripteur de ce conflit sous-acromial, a proposé de se contenter de réséquer une partie seulement de l'acromion et plus d'enlever tout l'acromion. Il s'est dit c'est peut-être un petit peu agressif ça, et donc il a fait l'acromioplastie antérieure qui consiste, donc ici à ciel ouvert, là vous voyez, qui consiste à soulever l'acromion et puis avec un trait de scie à enlever la partie voilà, qui est censée être agressive, qu'on voit ici. Et il a montré qu'il y avait 95% des ruptures de coiffe qui étaient secondaires à des conflits et qu'on retrouvait des excellents résultats. Mais avec seulement 20 patients dans le groupe qui avaient des ruptures de coiffe et 20 patients, seulement 11 qui étaient revus. En 87, on a proposé la même chose, mais cette fois sous arthroscopie, donc avec une caméra dans l'épaule, et on a montré qu'il y avait des bons résultats sur les tendinopathies non rompues, mais dès que les tendons étaient rompus pour de vrai, eh bien ce traitement ne suffisait pas. Et le grand article qui a tout justifié, c'est l'article de Bigliani qui a fait cette classification de l'acromion, plus ou moins crochu. Le problème de cette classification, c'est que ce n'est pas la classification qui a débouché sur un traitement, c'est le traitement qui existait, et puis il y a un type qui s'est dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir justifier ce traitement? Et donc quand on fait les choses dans ce sens-là, souvent, ça ne marche pas très très bien. Et en effet, quand on regarde l'article, donc l'article qui a tout justifié, c'est cet article-là, hein, c'est pas plus, pas moins, donc c'est succinct, et quand on le regarde en détail, eh bien, on voit qu'il y a des erreurs de nombre de patients et de pourcentage, que la description de comment cet acromion est crochu, c'est complètement qualitatif, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune description des mesures, enfin, c'est assez flou comme article. Et puis, dès les années 70, il y a quand même des chirurgiens qui se sont dit que cette acromioplastie, c'était pas si formidable que ça. Et penser que c'est uniquement l'acromion qui vient frotter sur les tendons, et qui entraîne des trous dans les tendons, mais en fait on se rend compte de plus en plus que c'est un peu trop simpliste, puisque ces frottements sur la coiffe, ça entraînerait des ruptures de la face superficielle de la coiffe,
Or, on se rend compte que la majorité des ruptures ne débutent pas au niveau superficiel, mais plutôt à la phase profonde de la coiffe, ce qui a tendance à faire penser que c'est un peu plus compliqué que juste un truc qui frotte dessus et qui a une origine peut-être plus multifactorielle. Et donc, il y a deux théories. Il y a la théorie extrinsèque, qui est cette théorie du frottement, ou bien une théorie intrinsèque, et on pense plutôt que ces théories sont mêlées et pas uniquement liées à un frottement. Vous voyez, il y a toute la liste des causes possibles qui peuvent être incriminées dans les ruptures de coiffe. Et une fois qu'il y a un trou dans le tendon, eh bien, il y a tous les ingrédients pour que ça dure et que ça s'étende, puisque vous voyez sur l'image en haut à gauche que toutes les forces sont réparties juste sur la partie antérieure et postérieure du tendon, qui ne sont pas faites pour résister à toutes les forces. Les petits vaisseaux qui vont irriguer le tendon et qui vont lui permettre de cicatriser vont être déformés par la rupture et par la traction de ce qui reste de tendon. Il y a du liquide synovial qui va en permanence sortir par le trou et qui va laver l'hématome. Et puis comme la tête va être moins bien centrée puisque les tendons fonctionneront moins bien, elle va avoir tendance à monter et à empêcher la cicatrisation de ce tendon. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment faire une acromioplastie au moment où on répare une coiffe des rotateurs? Et là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et toutes ces études montrent qu'il n'y a aucune différence, que ce soit sur la douleur, la fonction ou les taux de cicatrisation. Donc on a quand même tendance à se dire que ça ne sert à rien. Il y a juste une étude qui est sortie récemment, là, il y a 1 an pile, et qui montre à 11 ans de recul qu'il n'y a aucune différence sur les scores fonctionnels entre les patients qui ont eu une réparation de la coiffe des rotateurs associée à une acromioplastie versus ceux qui n'ont pas eu d'acromioplastie au moment de la réparation, mais qui montre que dans le groupe qui n'a pas eu d'acromioplastie, eh bien, il y a significativement plus de réopérations. C'est un facteur x8, c'est 16% versus 2%. Alors c'est assez bizarre parce que dans cette étude, il y a quand même 55 points de perdu de vue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas revu 55% des patients à 11 ans, et on ne connaît pas le taux de rupture dans chaque groupe, et surtout, on n'a pas de différence de score fonctionnel, mais il y en a quand même 8 fois plus qui sont repris, alors qu'ils vont tous de la même manière. Donc c'est quand même pas très très clair. Voilà. En tout cas, c'est le seul article qui montre vraiment qu'il y a une différence. On ne sait pas trop quoi en penser, mais en tout cas, il existe. Pour ce qui est de l'acromioplastie antérieure isolée, eh bien là, il y a cette étude qui est assez récente, qui montre, en Suède, qui montre que quand on compare des patients qui ont une acromioplastie, que ce soit à ciel ouvert ou arthroscopique, versus un traitement par juste de la kiné, eh bien le traitement chirurgical va significativement mieux, aussi bien sur les scores fonctionnels, donc le score de constant, que sur l'élévation antérieure. On se dit, ah bah c'est super, l'acromioplastie ça marche mieux que la kiné. Sauf que quand on regarde cette étude-là, et qu'on regarde, ils ont comparé à 12 ans de recul acromio plus kiné versus kiné seul, eh bien, il n'y avait pas de différence significative. Et puis quand on demande aux patients de l'étude ce qu'ils croyaient, est-ce qu'ils croyaient qu'ils allaient mieux guérir s'ils avaient juste de la kiné ou s'ils avaient de la chirurgie plus de la kiné, eh bien on se rend compte que s'ils avaient de la chirurgie plus de la kiné, ils avaient l'impression qu'ils allaient être beaucoup plus guéris que juste avec de la kiné seule. Et donc là, on commence à se diriger vers un effet placebo de cette opération, et ça tombe bien. Il y a des Finlandais qui ont comparé de façon randomisée en double aveugle le fait de faire une acromioplastie versus juste mettre une caméra dans l'épaule et ne rien faire du tout. Et donc, quand on regarde, nous on n'a pas le droit de faire ça, mais en Finlande, en Angleterre, ils ont le droit. Et c'est pas mal parce qu'au final, ça permet de voir si les opérations sont véritablement utiles ou pas. Alors certes, si on compare le score de constant, donc le score fonctionnel, eh bien on voit qu'ils allaient significativement mieux dans le groupe qui a eu de la chirurgie, qui a eu une acromioplastie. Mais c'est une différence de 7 points, et on sait dans plein de nos études que pour que la différence soit pertinente sur le plan clinique, il faut au moins une différence de 17 points. Donc 7 points, ça ne veut pas dire grand-chose sur le plan clinique. Et il y a cette étude qui était dans le Lancet, donc qui est un des grands journaux auxquels nous, orthopédistes, on n'a que difficilement accès, même jamais accès. Ils ont fait exactement la même chose, des Anglais, ils ont fait une acromioplastie arthroscopique versus une arthroscopie diagnostique versus pas de traitement, enfin il y avait peut-être de la kiné, je ne sais plus, mais pas de chirurgie en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une amélioration significative après acromioplastie versus aucun traitement. Il y a une amélioration significative après arthroscopie diagnostique versus aucun traitement, mais aucune différence entre les gens qui ont eu une acromioplastie et juste un tour dans l'épaule et rien de plus. Ok, donc ça, c'est vraiment un effet placebo, c'est-à-dire que juste le fait d'être opéré, les gens se sont dit qu'ils allaient aller mieux et ils allaient mieux. Et donc il y a ce livre que j'adore, qui a été écrit par un orthopédiste australien, qui montre que la chirurgie c'est le meilleur des placebos, puisque
Ça, c'est ce qui fait un bon placebo. Ça doit être compliqué, ça doit faire mal, ça doit être invasif, ça doit être coûteux. Il faut que le patient ait vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il faut qu'il y ait un environnement un peu technologique, il faut un environnement scientifique, idéalement avec des preuves. Il faut que ce soit autoritaire, tout ça, ça a été démontré dans plein d'études. Et il faut que la personne qui administre le traitement aussi croit à le faire. Et donc, tout ça, la chirurgie remplit vraiment toutes ces cases. Et ce qui est assez marrant dans ce livre, c'est qu'il montre que l'effet placebo, en gros, ça donne 70% de mon résultat. Donc à chaque fois qu'il y a une étude qui est non comparative et pas contre placebo qui donne 70% de mon résultat, eh bien ça vaut le coup de se poser la question si vraiment c'est l'opération ou juste l'effet placebo qui a donné cet effet-là. Et c'est assez logique, quand on met un nouveau médicament sur le marché, on le compare à un placebo, mais nous quand on invente une opération, on l'a fait, et puis ça marche bien, alors on est content. Et donc c'est quand même pas mal de pouvoir le comparer, même si le fait d'opérer les gens pour rien, intuitivement, on dit que c'est quand même un peu désagréable pour eux, mais au final ça permet d'éviter d'opérer pour rien des milliers de gens derrière. Bon, mais ça c'était pour la chromioplastie antérieure, sauf que ces derniers temps, il y a une nouvelle théorie qui a pointé le bout de son nez, et en fait c'est un chirurgien suisse qui s'appelle Christian Gerber qui a comparé des radios. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui avaient un acromion très débordant sur le plan latéral. Vous voyez, là, il va très loin sur le côté. Et ici, on a un acromion qui est très court. Et en fait, il a fait un angle qu'on appelle le CSA, Critical Shoulder Angle. Donc ça part du bord supérieur de la glène, bord inférieur de la glène et le point le plus latéral de l'acromion. Et il a montré que si les patients avaient un angle inférieur à 30 degrés, eh bien, il y avait un risque d'arthrose. Alors que si les patients avaient un angle supérieur à 35 degrés, il y avait un risque de lésion de la coiffe. Alors pourquoi ça? Parce que si l'acromion est très court, vous voyez que le deltoïde, il va avoir un trajet très court comme ça, et il va entraîner des forces compressives qui vont comprimer sans doute l'articulation et entraîner de l'arthrose. Inversement, si l'acromion est très court, le deltoïde il va avoir un trajet plutôt vertical, et donc il va tirer la tête vers le haut, et le supraépineux et le reste de la coiffe va devoir travailler plus pour s'opposer à la force entraînée par le deltoïde. Après, il a fait des robots compliqués pour démontrer ce truc-là, et puis il a montré sur ces robots que, effectivement, il semblerait que ce soit vrai. Et puis, il a fait une étude où il a fait des acromioplasties, cette fois latérales, pour modifier la longueur de cet acromion, pour diminuer le risque de non-cicatrisation, voire de récidive de la lésion de la coiffe. Alors là, encore une fois, c'est une étude qui n'est pas comparative, rien du tout, il l'a juste fait, il a montré que ça marchait, enfin que ça marchait. Il a montré qu'il avait des résultats fonctionnels satisfaisants, que la technique était sûre, c'est-à-dire qu'il n'a pas abîmé le deltoïde, mais il n'y a aucun groupe contrôle, donc on ne peut pas savoir quoi en penser non plus. Et puis, depuis, il y a plein d'études qui sont sorties. Eux, ils ont comparé ça dans leur propre hôpital et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y a que 20% des radios qui sont suffisamment bien prises pour qu'on puisse faire ces mesures-là. Et puis en plus, c'est un problème qui est en 3D, qu'on est en train d'analyser sur des radios en 2D, donc on peut se demander si vraiment c'est si exact que ça, ces mesures. Ensuite, il y a cette étude-là où ils ont regardé des patients qui avaient une coiffe cicatrisée après réparation et d'autres qui avaient une rupture après réparation, et ils ont montré qu'il n'y avait aucune différence sur cet angle-là. Donc on peut se poser encore une fois la question. Et ce qu'il a démontré, ce Suisse, là, ce Christian Gerber, c'est que quand on regarde des patients qui ont une rupture de coiffe, et ben, certes, ils ont un CSA qui est plus petit, plus grand, et en revanche, quand ils ont de l'arthrose, ils ont un CSA qui est plus petit. Mais ces Suédois-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé des patients qui n'avaient pas de pathologie, ils ont mesuré leur CSA, et ils ont pris leur radio 20 ans plus tard pour voir ce qui leur était arrivé. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de corrélation entre le CSA initial et la pathologie. Donc peut-être qu'à un temps donné, le fait d'avoir ça, eh ben oui, c'est associé à l'arthrose, mais le fait d'avoir un CSA plus ou moins grand, ce n'est pas associé au risque d'avoir de l'arthrose ou au risque de développer une rupture de coiffe. Et enfin, dans une grande méta-analyse, ils ont pris un groupe de patients sains et un groupe de patients qui avaient des ruptures de la coiffe des rotateurs, et ils se sont aperçus que la différence de CSA entre ces deux groupes était inférieure à 2,6 degrés. Donc on peut vraiment se poser la question de la significativité de ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de ce CSA? Qu'un CSA supérieur à 38, c'est certes associé à une rupture de la coiffe, mais un CSA supérieur à 38 sur une épaule saine, c'est pas associé à une progression vers une rupture de la coiffe. Les variations du CSA sont possiblement la conséquence des activités ayant entraîné la lésion de la coiffe, mais pas forcément la cause de la lésion de la coiffe.
Il n'y a aucun intérêt pour l'instant en 2023 à faire une acromioplastie latérale isolée. Un CSA supérieur à 38 degrés en préopératoire est possiblement associé à plus de ruptures, mais on ne sait pas si on peut le corriger, donc on ne sait pas quoi en faire. L'intérêt possible de l'acromioplastie latérale avec réparation de la coiffe des rotateurs, c'est un truc qui est possible, mais c'est impossible à démontrer pour l'instant, puisque si on voulait le démontrer, il faudrait des cohortes de patients énormes, donc pour l'instant on ne peut rien en faire. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'acromioplastie antérieure qu'on fait habituellement, eh bien, elle diminue déjà le CSA. Donc c'est une théorie qui est intellectuellement satisfaisante, qui est peut-être vraie, mais en tout cas on ne peut pas s'en servir en pratique clinique. Et ça, c'est un chirurgien suisse, un autre, Alexandre Lederman, qui a montré qu'en fait, eh bien, une théorie, elle n'a fait que circuler en médecine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pensait qu'il y avait un conflit, puis après on a commencé à enlever les acromions, puis après à faire des acromioplasties, puis après à faire des acromioplasties latérales, puis antérieures, puis on est revenu au latéral, et puis maintenant on se pose la question du rôle de l'acromioplastie, etc., et on tourne en rond en permanence. Donc si on veut revenir à l'acromioplastie, en combinaison avec une réparation de la coiffe des rotateurs, ce qui est sûr, c'est que ça n'a aucun effet indésirable. Ça peut diminuer le CSA, peut-être. Parfois, cet acromion, il gêne effectivement notre opération pour pouvoir réparer les tendons, donc ça peut être une indication à le fraiser. Il y a des rares cas de rupture partielle superficielle, peut-être que Geoffroy va vous en parler, avec un acromion agressif, où vraiment on voit une image sur la coiffe, comme quoi ça a frotté. Ça arrive de temps en temps. À ce moment-là, on peut se dire que de le raboter un peu, ça va aider. Et puis ça peut diminuer le risque de réopération à long terme, c'est ce qu'on a vu dans cette étude qu'on ne comprend pas très bien, mais à 11 ans de recul. En revanche, isolé, il n'y a a priori aucune indication, il y a des très rares cas de tendinopathie non rompue qui ont eu un traitement médical bien conduit, comme Marie-Martine va vous le présenter, et qui ont l'épaule qui est parfaitement souple et qui malgré ça continuent à avoir des douleurs. Et bien là, on peut se poser la question de l'acromioplastie isolée, mais c'est très très rare. Et puis, il faut savoir que certes, ça marche mieux que la kiné dans les études, mais aussi bien qu'une arthroscopie diagnostique, donc c'est souvent par effet placebo. Donc la raideur, on a vu que ça ne s'opérait pas, le biceps, on ne sait pas vraiment quoi en penser, la bursite et le conflit sous-acromial, ça n'existe pas vraiment. Donc il nous reste l'acromioclaviculaire. L'acromioclaviculaire, c'est assez facile à diagnostiquer, c'est l'examen clinique qui nous aide beaucoup. On appuie sur l'acromioclaviculaire et ça fait mal. Il y a le test de Paxinos qu'on voit ici là, sur la photo, qui consiste à pousser avec le pouce en avant sur l'acromioclaviculaire et avec l'épine en arrière avec l'index, et on comprime comme ça l'articulation acromioclaviculaire. Et ça entraîne une douleur qui est quand même assez spécifique. Et puis ensuite, il y a le test de Yokoum qui a été décrit pour le conflit, de monter comme ça le bras en l'air contre résistance. Et si on le fait à des degrés assez élevés, eh bien, on va plutôt tester l'acromioclaviculaire. Les infiltrations, ça marche bien. Elles peuvent être soit faites sous radio, soit sous échographie. Et elles peuvent être diagnostiques, puisque si ça marche bien, bah, c'est que vraiment c'était ça le problème. Et dans 80% des cas à peu près, ça suffit à guérir complètement les gens, même si parfois il faut les répéter. La rééducation, ça marche bien là-dessus. Et puis le traitement chirurgical, si plus rien n'a marché, qui consiste juste à réséquer, soit à ciel ouvert, sous arthroscopie, cette articulation. Donc en gros, il faut comprendre la cause de la douleur. Le traitement médical avec kiné et des infiltrations, eh bien, on va le voir avec Marie-Martine, ça marche souvent très très bien sur les tendinopathies non rompues. Et donc la tendinopathie non rompue a un traitement chirurgical de façon uniquement exceptionnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.